Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du 7-8 Europe, le dernier avant les élections européennes du 26 mai prochain. Et à cette occasion, nous vous proposons une émission un peu spéciale durant la prochaine demi-heure avec nos deux invités en plateau. Nous allons tenter de vous montrer l'importance de ce scrutin, vous expliquer le rôle d'un parlementaire européen et plus largement du Parlement européen, une institution dont les pouvoirs politiques s'amplifient depuis sa première élection au suffrage universel de 1979, mais toujours méconnu des électeurs. L'abstention frôlait 60% en 2014. Qu'en sera-t-il dans un mois? C'est l'une des questions aussi que nous poserons à nos invités en plateau. Erasmus, ce nom vous dit forcément quelque chose. Le plus connu des programmes européens s'est développé depuis quelques années et s'est ouvert notamment aux jeunes déscolarisés. Dans le Val-de-Marne, par exemple, une centaine d'entre eux ont pu profiter d'un voyage à l'étranger de 3 mois pour développer leurs compétences professionnelles et linguistiques et reviennent ainsi mieux armés pour le marché du travail en France. Reportage à suivre dans cette émission. Vincent Couronne, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Docteur en droit public, vous êtes chercheur à l'UVSQ, l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous enseignez aussi à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et vous êtes le rédacteur en chef du site internet Les Surligneurs. En face de vous, Isabelle Coustet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du bureau du Parlement européen en France et forcément très au fait du sujet qui nous concerne ce soir directement. Bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté cette invitation. Pour débuter cette émission, je vais débuter par un exercice pratique peut-être. Si je vous propose de répondre à cette critique, le Parlement européen ne sert à rien, un eurodéputé ça ne sert à rien, c'est ce qu'on peut entendre souvent. Qu'est-ce que vous répondriez, Vincent Couronne, peut-être pour commencer? Eh bien écoutez, je répondrai que évidemment c'est faux. Rapidement évidemment, puisqu'aujourd'hui on est... C'est complètement faux et c'est pas parce qu'on ne les voit pas ou qu'on voit pas forcément beaucoup leur travail qu'il ne sert à rien, bien au contraire. Et je dirais même que le Parlement européen a probablement une importance plus grande que le Parlement national. Simplement, il travaille avec beaucoup d'avance et il prépare en réalité l'avenir. Isabelle Coustet, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous pourriez aussi l'abonder peut-être? Alors tout à fait, je partage cet avis, l'avis de Vincent, ça vous étonnera pas. Le parlementaire européen aussi, à titre individuel, il a un pouvoir plus grand aussi que le député national. Pas plus grand parce qu'il va adopter des lois qui vont primer les lois françaises, mais plus grand parce que dans le système politique européen, il a plus de marge de manœuvre qu'un député national. Et ça, on le sait peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité et d'opposition au Parlement européen. Tout député européen qui va appartenir à un groupe politique relativement important va, au cours de son mandat, se voir confier un rapport législatif très important lui-même et il devra composer avec toutes les tendances politiques. Donc plus de responsabilités. Exactement. Il aura forcément des responsabilités pendant son mandat européen et sur des dossiers, vous l'avez dit, qui préparent l'avenir. Et aussi parce que, on va dire, ce que vote un député européen sera forcément ensuite voté par un député français. Voté, il sera pas forcément si on adopte une... Adopté pas forcément. Si par exemple le règlement général sur la protection des données personnelles, c'est un règlement d'application immédiate dans les États membres, il n'a pas besoin de transposition. Par contre, il sera mis en œuvre par la CNIL qui va prendre des sanctions immédiates. Vous voyez, donc ça, c'est un pouvoir législatif très fort. Au sein de l'Union européenne, au sein des institutions de l'Union européenne, aujourd'hui un parlementaire européen et le Parlement européen et son rôle, c'est co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne. Comment ça marche concrètement? Qui du coup propose les textes de loi et qui les vote concrètement ensuite? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, nous éclairer, parce que c'est assez compliqué quand même les institutions européennes. Bon, déjà, là, encore, on va pas être d'accord du coup là-dessus aussi. C'est pas très compliqué les institutions européennes. C'est pas très compliqué. Ça fonctionne en réalité à peu près comme fonctionnent les institutions nationales. C'est-à-dire qu'on a un organe exécutif qui fait des propositions d'actes législatifs, et puis on a derrière un pouvoir législatif avec, on peut dire, 2 chambres. Une chambre basse, le Parlement européen, une chambre haute, l'équivalent d'un Sénat, qui est le Conseil, et qui vont adopter ces actes législatifs. La particularité dans l'Union européenne, c'est que normalement, dans une démocratie parlementaire, le Parlement peut lui-même initier ses propres lois. En France, l'Assemblée nationale, un sénateur, etc., peuvent déposer une proposition de loi. On sait très bien en réalité que c'est le gouvernement qui, derrière, dépose le plus de projets de loi. Mais dans l'Union européenne, les parlementaires ne peuvent pas le faire. En revanche, ça n'empêche pas que les députés européens, en réalité, via le mécanisme des résolutions, puis d'autres mécanismes qui existent dans l'Union européenne, vont inciter la Commission européenne
à déposer des propositions d'actes législatifs, de directives. Et la Commission européenne écoute on va dire ces injonctions portées par les parlementaires européens? Tout à fait. La Commission écoute. En réalité, la plupart aujourd'hui des actes législatifs qui sont proposés par la Commission européenne, qui est le pouvoir exécutif européen, ont pour origine une résolution ou une demande spécifique du Parlement européen ou du Conseil. Et donc on voit là qu'en réalité ce pouvoir législatif européen, même si formellement il n'a pas d'initiative législative, en réalité, de manière indirecte, il en a une. C'est une critique qu'on entend souvent, d'ailleurs, ce manque de pouvoir parfois des parlementaires européens, où ce serait encore les chefs de gouvernement, la Commission européenne qui déciderait, et les parlementaires auraient, on va dire, un mot à dire, mais pas plus. Alors ça, on l'a dit, sur le pouvoir législatif, c'est totalement faux. Il est co-législateur avec le Conseil. Sur le pouvoir d'initiative, je voudrais dire deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Vincent, mais je voudrais l'illustrer. Par exemple, le Parlement européen, lui, s'il n'a pas le pouvoir d'initiative juridique, il peut demander à la Commission de faire un texte. Et c'est ce qu'il a fait, par exemple, sur un texte qui protège les lanceurs d'alerte dans l'Union européenne. Ces lanceurs d'alerte, ils n'étaient traités que par le biais du secret des affaires, donc de façon très indirecte et finalement pas très intéressante pour leur statut. Et donc c'est le Parlement européen qui a fait une résolution en disant il faut un texte européen, puisque ces lanceurs d'alerte, ils sont sur des affaires pan-européennes. On peut penser à Deltour sur les Wikileaks, sur les LuxLeaks, etc. Et ce sont les scandales qui ont, on va dire, qui ont fait la une de l'actualité ces 5 dernières années au Parlement européen et dans l'Union européenne. Sur l'évasion fiscale. Et on a compris qu'il fallait que les États membres aient le même statut pour la protection des lanceurs d'alerte, mais il n'y a pas de texte européen. Le Parlement européen a fait une résolution extrêmement détaillée et la Commission européenne a fini par proposer un texte. Donc vous voyez que cette initiative, elle existe. Mais enfin, je voudrais dire pourquoi elle n'existe pas juridiquement dans les traités, parce que ça a une raison quand même dans le système européen. La Commission européenne est la garante de l'intérêt général. On n'est pas dans le système français, dans le système européen. On a des petits et des grands États. Et donc l'idée, c'est que toute proposition législative, elle doit être dans l'intérêt général de l'Union européenne. Elle ne doit pas favoriser certains grands États qui, imposeraient leurs idées à des plus petits États. Et c'est pour ça qu'on laisse l'initiative à la Commission européenne, qui est une institution garante de cet équilibre. Donc il y a une raison majeure pour cela, mais en même temps, sur des dossiers importants, le Parlement européen exerce ce pouvoir d'initiative. Est-ce qu'on devrait plutôt renforcer encore ce rôle du Parlement européen? Ça a été fait à chaque fois avec les traités. Est-ce qu'on devrait encore le faire pour peut-être intéresser plus aussi les électeurs et rendre plus démocratique encore ces institutions européennes? Moi, je pense que oui. Il faudrait déjà, à mon avis, pouvoir donner un vrai pouvoir. Peut-être qu'on va pouvoir se poser sur ce sujet-là. Donner un vrai pouvoir d'initiative au Parlement européen, d'initiative législative, parce que un député européen doit pouvoir déposer une proposition de directive ou une proposition de règlement. S'il le fait indirectement, pourquoi pas lui donner la possibilité de le faire directement, à charge ensuite après à l'ensemble du Parlement et du Conseil de l'adopter ou non. Mais il me semble que ça permettrait de donner plus de poids politique aux députés européens. Ce qu'il faut sans doute faire aussi pour améliorer son fonctionnement, c'est lui donner plus de pouvoir sur plus de matières. Aujourd'hui, il y a des sujets dont il ne peut pas saisir concrètement, par exemple la défense, la politique étrangère. Voilà, des sujets sur lesquels il ne donne qu'un avis consultatif, par exemple, sur lesquels il n'est que consulté. Je pense notamment à la fiscalité aussi, où on décide à l'unanimité au Conseil et le Parlement ne fait que donner un avis ou n'a pas de pouvoir législatif réel. Et donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. D'ailleurs, le Parlement européen ressemble un petit peu au Parlement français, parce que le Parlement français, sous la Ve République, ce Parlement gaulliste qu'on a voulu rationaliser, n'est pas compétent pour toutes les matières. L'Assemblée nationale et le Sénat français ne peuvent pas adopter des lois dans tous les domaines. C'est un peu le même sujet au Parlement européen. En revanche, et s'il y a une chose pour laquelle le pouvoir du Parlement européen est très fort, c'est sur le contrôle qu'il fait et qu'il a sur la Commission européenne. C'est une autre de ses compétences, justement, c'est le contrôle de la Commission européenne et des institutions européennes en général. Oui, alors, on a parlé du pouvoir législatif du Parlement européen. Son deuxième pouvoir, c'est effectivement le contrôle des autres institutions et notamment de la Commission. C'est difficile de contrôler le Conseil qui est élu nationalement avec une légitimité assez forte.
En revanche, il titille le Conseil et il peut même faire un recours en manquement. Il peut lui poser des questions. En tout cas, il l'oblige à venir dans l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas en France. Vous n'avez pas le président de la République viendra jamais dans le. Oui, on a vu Emmanuel Macron s'exprimer à Strasbourg. À chaque session, il vient en tant que chef d'État. Il est invité, mais par contre, il ne va pas venir à l'Assemblée nationale. C'est là pour ça, il doit convoquer le Congrès. Vous voyez, donc c'est quand même un Parlement qui titille. Peut-être plus démocratique finalement que le Parlement, enfin en tout cas les institutions françaises et l'Assemblée nationale. C'est ça, avec une tradition de beaucoup plus de contrôle. Mais je voudrais citer un exemple et qui va se passer après les élections européennes, qui est un des enjeux des élections. Lorsque vous avez un nouveau gouvernement en France, vous avez le porte-parole qui sort sur le perron de Matignon et puis qui vous explique, voilà, voilà la liste des ministres. Sans interrogation, sans discussion possible. Voilà. Alors après on commente, etc. Dans l'Union européenne, ça ne se passe pas comme ça. Les candidats commissaires qui vont être proposés par les États membres et après organisés par le président de la Commission, qui lui-même sera investi par le Parlement européen au mois de juillet, ils vont être mis sur le grill pendant des auditions de 3 à 5 heures, un peu à l'anglo-saxonne, et je pense que vous pouvez demander au commissaire français actuel... Pierre Moscovici. Exactement. C'est pas un exercice facile. On sort de là épuisé, avec des questions qui portent sur tous les côtés, toutes les facettes du mandat, de la compétence, du portefeuille, mais aussi de l'intégrité, de l'engagement européen, et c'est vraiment un exercice difficile. Et donc le Parlement européen peut rejeter des commissaires européens, concrètement. C'est souvent le cas, ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas. Alors il ne peut pas rejeter un commissaire en particulier directement, mais il va refuser de donner son investiture à l'ensemble de la Commission s'il n'y a pas un changement sur tel ou tel commissaire. Ça a été le cas notamment d'un commissaire italien qui avait tenu des propos homophobes. Rocco Buttiglione, exactement. Donc c'est un pouvoir que le Parlement européen a acquis, c'est-à-dire c'est lui-même qui l'a construit. Il y a une culture de l'acquisition du pouvoir, de contrôle de l'exécutif qui est très grande au Parlement européen. C'est lui-même qui a décrit toute cette procédure dans son propre règlement intérieur. Donc c'est vraiment une culture qui n'existe pas dans le Parlement national. Et pour le coup, je pense qu'il faut rendre hommage aussi sur ce point-là à Jacques Delors, parce que Jacques Delors, président de la Commission européenne, avait pour la première fois présenté l'ensemble de sa commission devant le Parlement européen pour une sorte de vote d'investiture, ce qui n'avait jamais été fait auparavant et ce qui, du coup, a enclenché une sorte de tradition démocratique du Parlement européen qui investit désormais la Commission. Et qui est maintenant inscrite dans les traités. Et voilà. C'est souvent une pratique qui, après, est inscrite dans les traités. Je voulais revenir sur un pouvoir que le Parlement européen devrait avoir, parce que je ne voudrais pas laisser penser que pour renforcer son pouvoir. Jean Arthuis, qui est le président de la Commission des budgets, c'était un député français, a coutume de dire le Parlement européen a de pouvoir sur la répartition du budget annuel, mais il n'a aucun pouvoir sur les ressources, sur les recettes. Et ça, c'est important, effectivement, que le Parlement européen ait plus de pouvoir sur l'ensemble du budget de l'Union européenne que l'on peut allouer à toutes ces dépenses. Et pour ça, il faudrait quoi? Une réforme des traités, oui, concrètement? Tout à fait. Donc c'est assez complexe. C'est assez complexe, mais il faudrait, plus largement, il y a un sujet qui se pose qui est la question des ressources propres de l'Union européenne. Pas un nouvel impôt, je vous rassure, mais peut-être une taxation, par exemple, je ne dis pas ça au hasard, des GAFA, qui pourrait alimenter le budget de l'Union européenne, qui serait moins dépendant des budgets nationaux. Et pour ça, il faut aussi donc une modification des traités ou en tout cas un accord interinstitutionnel. Et c'est très difficile parce que les GAFA, on sait que c'est un sujet de discorde important, notamment entre la France et l'Allemagne. Il y a aussi la taxe sur les transactions financières dont on a beaucoup parlé et qui finalement ne voit pas encore le jour. Je voudrais enchaîner sur le nombre de parlementaires. Ça peut aussi intéresser les gens. On a en France, pour un pays, 577 députés. Au Parlement européen, aujourd'hui, on a 751 députés, dont 74 français. Normalement, avec le Brexit, on aura 705 députés après les élections du mois de mai, dont 79 Français. La France récupère quelques eurodéputés, on peut dire britanniques, pour résumer ça ainsi. Mais ce n'est pas sûr. C'est un peu complexe puisque le Brexit n'est pas encore sur lui-même. Du coup, quelle sera la situation selon vous au lendemain du 26 mai prochain? On aura combien de députés français, combien de députés européens? Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire encore, les Britanniques peuvent toujours annuler leurs élections européennes s'ils acceptent... Avant le 22 mai. Avant le 22 mai, s'ils acceptent l'accord de retrait.
C'est la condition. Donc le Brexit sera effectif avant le 22 mai. Voilà, si le Brexit, s'ils ne sont plus membres de l'Union européenne, ils peuvent ne pas faire des élections. S'ils sont encore membres de l'Union européenne, ils sont obligés de faire des élections et ils s'y préparent. Donc, oui, il y a déjà une campagne qui est lancée et Exactement. Visiblement ce sont plutôt les eurosceptiques europhobes qui sont en tête des sondages en Grande-Bretagne. En tout cas, il y a une participation record qui est annoncée. Donc c'est déjà quelque chose dont on peut se réjouir. C'est assez cocasse quand même. Elle est plus importante qu'en France. Donc ça montre que quand on manque d'oxygène, on va dire, l'oxygène qu'on respire serait l'Union européenne dans laquelle on vit, et ben peut-être que on se dit tiens, c'est important d'aller voter dans un camp comme dans un autre. En tout cas, si le Royaume-Uni, c'est bien parti pour participe aux élections européennes, on retrouve les chiffres d'avant la répartition qu'on avait faite des sièges britanniques. Mais je voudrais souligner un petit aspect qu'on oublie toujours de dire. On n'a pas seulement réparti les sièges des 74 britanniques, on a aussi réduit le nombre de parlementaires. Oui, parce que on passerait de 751 à 705. À 705. Voilà. Et on garderait des députés européens pour les éventuelles intégrations au sein de l'Union européenne. Exactement, pour pas augmenter démesurément le Parlement. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a que 751 sièges au sein du Parlement européen. Je veux dire, non, physiquement. Il y en a un petit peu plus. Il y a un peu plus. Il y en a un petit peu plus. Éventuellement le un chiffre. petit peu plus. Puis vous avez toujours les sièges de la Commission, du Conseil. Vous savez, l'hémicycle, il est assez grand et on l'a prévu assez grand aussi. Mais de toute façon, il y a un chiffre au-delà duquel on ne peut pas aller. On ne gère pas une assemblée. Travailler ensemble, ouais. Exactement. On ne gère pas une assemblée de 1000 députés. C'est compliqué. Et puis, vu, je pense, l'investissement de certains députés français au Parlement européen, à mon avis, un strapontin ou un petit tabouret leur suffira. C'est noté. Alors, s'il y a bien de cette analyse. un programme aujourd'hui européen et un projet qui prouve l'intérêt du sujet continental et qui rencontre aussi un franc succès depuis son lancement en 1987, c'est Erasmus. Le programme s'est élargi depuis 5 ans pour ne plus se limiter aux seuls étudiants. Désormais, apprentis, formateurs et demandeurs d'emploi peuvent en profiter. C'est le cas de jeunes du Val-de-Marne qui sont partis grâce aux missions locales du département en Europe. On les a rencontrés à leur retour. Regardez ce reportage. Ils sont à peine rentrés que c'est déjà l'heure du premier bilan pour eux. Je reviens, j'ai le même projet, mais bon, pour export, c'est la finalité, on va dire. En tout, ils sont une dizaine de jeunes à être partis pendant 3 mois à l'étranger. Espagne, Allemagne ou Angleterre, ils ont réalisé sur place un stage professionnel. Objectif, renforcer leurs compétences et découvrir une nouvelle culture. Franchement, on est jeune, on a l'occasion et si on a les capacités aussi, si on peut le faire et franchement, moi je le conseillerais. Je le conseillerais, c'est une expérience, que ça soit pour expérience personnelle ou expérience linguistique, c'est à faire. Une expérience à faire donc est rendue possible grâce à Erasmus+. Depuis 2014, le mythique programme européen s'est élargi aux demandeurs d'emploi. Une aubaine pour des jeunes comme Chirine qui souhaite devenir agent immobilier. Son expérience en Espagne lui offre déjà de nouvelles opportunités. Le fait d'avoir eu une expérience à l'étranger, c'est un plus vraiment qui est considérable. J'ai plus d'offres d'emploi en fait. Déjà cette semaine, j'ai passé plein d'entretiens. La semaine prochaine, j'en ai encore. Donc franchement, c'est niveau professionnel, ça a été vraiment un gros plus en fait. Proposé par les missions locales du Val-de-Marne et financé en partie par l'Union européenne, ces stages à l'étranger ont profité depuis 2 ans à une centaine de jeunes sortis du système scolaire. Ils se rendent compte qu'ils sont capables. Avant, ils l'étaient, ils s'en rendaient pas compte, ils sortaient pas de leur zone de confort, ils en avaient pas besoin. Là, ils étaient dedans, ils n'ont pas eu le choix, donc ça leur sert. Alors parfois pas dès le retour, ils s'en rendent pas compte, mais après plus tard, ils ont acquis des connaissances qu'ils n'avaient pas, ils savent rebondir plus facilement, ils se débrouillent. Lors de l'année scolaire 2017-2018, plus de 78 000 Français sont partis en Europe grâce au programme Erasmus. C'est 26 000 de plus qu'il y a 3 ans. Je voudrais, après ce reportage, aborder avec vous la question de l'abstention. Souvent, on dit que les électeurs ne se sentent pas suffisamment européens. Ça pourrait expliquer le manque d'entrain pour aller voter. Erasmus tente de combler ce manque-là. Est-ce que c'est ça, c'est cette culture européenne, c'est ce sentiment d'être européen qui manque aujourd'hui au sein de l'Union européenne, et comment on pourrait le combler selon vous ? Même si c'est pas forcément votre spécialité à vous universitaire, mais vous devez avoir un avis là-dessus. Il y a quand même la question la question de l'existence ou pas d'un espace public européen. Et
très souvent derrière l'espace public européen, on pense à la question du peuple. Est-ce qu'il existe un peuple européen ? Très clairement, non, il n'existe pas de peuple européen aujourd'hui. Il y a des peuples, mais le traité de Lisbonne a quand même apporté une avancée intéressante. C'est-à-dire qu'avant le traité de Lisbonne, le Parlement européen était inscrit dans les traités que le Parlement européen était composé de représentants des États. Aujourd'hui, avec le traité de Lisbonne, le Parlement est composé des citoyens de l'Union européenne. Donc là, on a un changement déjà entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après le traité de Lisbonne. Donc on a aujourd'hui un Parlement européen qui est censé représenter les citoyens, qui les représente véritablement, et non plus simplement les citoyens des États. Maintenant, l'absence d'un peuple européen souvent est vue comme un problème. Moi, je ne pense pas que ça soit tant un problème que ça, parce que quand on pense à peuple européen, très souvent, en tant que Français ou Allemand, on pense très souvent à un peuple, à une nation, en réalité. Est-ce qu'il y a une nation européenne ? Certainement pas. Mais ce rapprochement entre peuple et nation nous vient souvent, en fait, de la Révolution française, très simplement. À l'époque où la BCIS disait que le peuple, c'est la nation, lorsqu'il définissait ce que c'est que tiers-État, etc. Et le problème, c'est que l'Union européenne s'est construite contre les États-nations et contre, évidemment, le nationalisme. Alors, la nation, c'est très beau lorsque la BCIS en parle, lorsque Ernest Renan en parle, etc., dans un grand discours qu'il avait fait à la Sorbonne à la fin du XIXe siècle. Mais en réalité, entre les mains des politiques, c'est on pourrait dire, une arme d'autodestruction massive. Souvenez-vous ce que disait Mitterrand. Vouloir cette nation européenne ou cette idée européenne de disons que ça serait en contradiction avec l'idée même de construction européenne. Par contre, il faut un espace public européen. Ça, c'est évident. Les programmes comme Erasmus, par exemple, aussi. Tout à fait. Ce genre de choses, il faut créer des interdépendances entre les Européens. C'est tout l'objet de l'intégration européenne. Et là, les élections européennes peuvent avoir un enjeu. C'est, par exemple, des listes transnationales. C'est quelque chose qui pourrait faire en sorte que, au lieu qu'on ait des débats étatico-nationaux lors des européennes comme on l'a aujourd'hui, avec des têtes de liste nationales dans chaque État, on aurait des listes européennes avec vraiment des têtes de liste européennes. On a le mécanisme des Spitzenkandidat aujourd'hui, mais qui ne fonctionne pas comme on voudrait qu'il fonctionne. Mais voilà, ça c'est un des éléments qui pourrait renforcer cet espace public européen. Isabelle Coustet, sur cette question. Sur l'abstention, alors moi je crois qu'il y a d'abord, il faut se poser la question pourquoi les gens s'abstiennent. Il y a plusieurs raisons de l'abstention aux élections européennes. Surtout pourquoi on va voter aux européennes. Quand on regarde dans nos sondages, les raisons, la première raison c'est parce que on fait son devoir civique. Donc parmi les gens qui votent à toutes les élections, ceux-là votent même aux élections européennes. Et puis dans les facteurs qui arrivent très vite, un facteur de sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Donc c'est vrai qu'un des facteurs de vote, c'est de se sentir appartenir à un ensemble européen. Après, ce qui est important aussi... C'est pas les enjeux nationaux qui priment aujourd'hui quand on va voter même aux élections européennes ? Alors, si, justement. Mais j'arrive aussi à cette question-là. Il y a d'autres facteurs qui expliquent, pour ce coup-ci, l'abstention. C'est le fait qu'on connaisse mal les enjeux européens. On se dit pourquoi je vais voter à ces élections. Deuxièmement, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, une vision du parlementaire qui a peu de pouvoir parce qu'on y colle le système français. Et or, le parlementaire européen, on l'a dit tout à l'heure, il a un vrai pouvoir dans le système de l'Union européenne. Et les élections, on est habitué en France que l'élection la plus importante, c'est la présidentielle qui va démarrer tout le processus. Et les élections municipales aussi. Et les municipales. Les municipales, c'est la proximité. Mais parlons au moins, en tout cas, de celle qui est le plus loin, mais qui a un enjeu peut-être politique pas plus important, parce qu'elles sont très importantes, les municipales aussi. Mais les européennes, c'est une sorte d'élection législative qui va démarrer tout le processus. On se trompe, en fait. L'élection, c'est pas une élection parmi les élections nationales, c'est l'élection centrale pour l'Union européenne, pour démarrer et changer tout le système. C'est un peu la présidentielle de l'Europe, en quelque sorte. Parce qu'après, les parlementaires européens, ils vont élire le président de la Commission et tout le renouvellement des institutions va découler de là, et notamment les orientations politiques qu'on va donner à la construction européenne, elles démarrent de ces élections. Donc on ne sait pas ça en France, c'est-à-dire on a l'habitude qu'une élection législative, c'est pas si important que ça. Or là, c'est une élection législative européenne qui a un rang d'élection présidentielle en France, on va dire en quelque sorte. Et donc il faut aller voter. Je vais rappeler peut-être les chiffres, non, il n'y a pas de souci. Près de 58% des électeurs se sont abstenus en France en 2014. On peut féliciter les Yvelinois, c'était 54% seulement. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Si on fait un peu de projection, et pour terminer cette émission, il nous reste 2 minutes, lors de la prochaine mandature qui va donc s'étaler de 2019 à 2024,
Quelles seront les thématiques que vont devoir porter, discuter les parlementaires européens selon vous? La précédente mandature, ça a été beaucoup la question sécuritaire, avec les attentats évidemment qui ont touché toute l'Europe. Selon vous, même si vous n'avez pas de boule de cristal, est-ce que vous avez des idées sur les sujets qui vont être débattus? Alors, il y a déjà un dossier qui, de toute façon, est laissé au prochain Parlement parce qu'il a été, on n'est pas arrivé à le régler pour l'instant. C'est la question, j'en parlais tout à l'heure, du budget de l'Union européenne pour les 7 ans qui viennent. Et c'est pas une petite question parce que c'est de là que découlent toutes les autres politiques communautaires. Et notamment les fonds européens qu'on a vus. Et notamment les fonds européens qui financent des actions comme vous l'avez montré. Cette question d'habitude, elle est réglée juste avant les élections européennes. Et là, on l'a... Du fait du Brexit ? Ça a coincé du fait du Brexit. A effectivement un peu coincé les choses dans la mesure où on doit trouver les milliards d'euros nécessaires qui manquent à la contribution de la contribution britannique. Donc on doit faire des choix. Donc ça, c'est une question qui devrait être réglée à l'automne 2019-2020. Les députés européens vont immédiatement rentrer dans le bain. Et puis, il y a tout un tas de questions qui ont été laissées en suspens sur des dossiers législatifs très importants du Parlement européen. Je pense à l'autorité l'autorité européenne du travail, la réforme de la PAC. Il y a effectivement de quoi travailler. 30 secondes, si vous voulez conclure sur ce. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Isabelle Coustet sur les priorités. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que les priorités sont celles de la majorité qui sera aussi en place à ce moment-là. Il y a depuis quelques décennies au Parlement européen une majorité qui est plutôt à droite. Si les Français et le reste des Européens votent pour toujours une majorité à droite, ils auront une politique qui sera celle mise en place par cette majorité-là. Si ils veulent une autre politique européenne, ils n'ont qu'à voter pour d'autres politiques, d'autres partis politiques. Alors il y a les socialistes, il y a les écologistes, il y a les centristes, etc. Il y a tout un tas d'autres possibilités et ce sont eux qui vont aussi fixer l'agenda. Et c'est un des pouvoirs d'ailleurs assez incroyable du Parlement européen, c'est qu'il fixe son ordre du jour, contrairement à l'Assemblée nationale. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de ce 7-8 Europe consacré aux élections européennes du 26 mai. Vous pouvez toujours vous forger un avis sur le continent, sur les enjeux des élections en consultant notre page dédiée à l'Europe sur notre site tv78.com. Merci encore à vous et à très vite.